Le mystère Curly Howard, enfin résolu, n'est pas bon. Curly Howard est né Jerome Lester Horwitz, le 22 octobre 1903 à Brooklyn, New York. Grandissant dans une famille juive ouvrière, Curly est souvent éclipsé par ses frères plus affirmés. Cependant, il est rapidement devenu évident que Curly avait un don particulier pour faire rire les gens. Bien qu'il soit naturellement timide et silencieux en dehors de la scène, il se transforme complètement devant un public, où son humour physique, son énergie enfantine et son génie de l'improvisation conquièrent les cœurs. Il n'avait pas reçu de formation formelle de comédien, mais ce qui lui manquait en technique, il le compensait par un instinct brut, un timing parfait et une capacité à incarner des personnages absurdes avec un engagement total. Avant de rejoindre les Trois Stooges, il a occupé divers emplois et s'est produit dans des productions théâtrales locales, perfectionnant ainsi les talents de slapstick qui allaient bientôt définir sa carrière. Curly rejoint officiellement les Trois Stooges en 1932, remplaçant son frère Shemp, qui a quitté le groupe pour poursuivre une carrière solo. À l'époque, Curly avait une chevelure auburn ondulée et une moustache. Mais lorsque Moe et Ted Healy, l'organisateur du spectacle, lui suggèrent de se raser la tête pour mieux correspondre à l'image du groupe, il accepte, à contre-cœur. Son look rasé de près est devenu emblématique et son personnage à l'écran, caractérisé par une voix aiguë, des expressions faciales exagérées et des phrases inoubliables telles que nuke, 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 certainly, et woo, 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 a captivé le public. Son humour physique était inégalé, et ses numéros comprenaient souvent des chutes, des gesticulations sauvages et une élasticité d'expression presque surréaliste. Les fans étaient attirés par son énergie débordante, sa vulnérabilité et le sens de l'espièglerie innocente qu'il apportait à chaque représentation. Pendant les années dorées de Columbia Pictures, de 1934 à 1946, Curly a joué dans près de 5 courts-métrages avec les Trois Stooges, dont beaucoup sont aujourd'hui considérés comme des classiques de la comédie américaine. Des films comme Punch Drunks, 1934, Disorder in the Court, 1936, At a Plumbing We Will Go, 1940, restent très appréciés des fans pour leurs gags rapides et les pitreries hilarantes de Curly. Il était souvent la pièce maîtresse du trio. Son attitude enfantine et son comportement imprévisible élevant les routines des Stooges du simple slapstick à une forme d'art du timing comique et de la créativité. Curly a apporté au groupe un mélange unique d'innocence et de chaos, ce qui l'a rendu attachant pour des générations de téléspectateurs. La vie personnelle de Curly Howard, en particulier ses relations amoureuses, était souvent marquée par la turbulence, l'impulsivité et la vulnérabilité émotionnelle. Des traits qui contrastaient fortement avec sa personnalité énergique et insouciante à l'écran. Son premier mariage, qui a eu lieu avant qu'il ne soit largement reconnu comme membre des Trois Stooges, a été bref et troublé. L'union ne dure que 5 mois et se termine par un divorce, signe avant-coureur de l'instabilité qui caractérisera nombre de ses relations ultérieures. À cette époque, Curly, né Jerome Lester Horwitz, s'efforce encore de s'établir professionnellement et son génie comique n'a pas encore atteint la scène nationale. L'échec de ce premier mariage l'aurait laissé désillusionné et aurait contribué à ce qu'il cherche l'affection et la validation à travers des romances éphémères. Un thème qui reviendra tout au long de sa vie. Le 7 juin 1937, date qui revêt une importance sentimentale puisqu'elle marque le 12 et anniversaire de mariage de son frère aîné, Moe Howard, et de la femme de Moe, Helen. Curly épouse Elaine Ackerman. Ce second mariage est plus important et donne un aperçu de la vie domestique à laquelle Curly aspire. Le couple accueille une fille, Marilyn, en 1938, premier et unique enfant de Curly durant cette période de sa vie. Malgré la naissance de leur fille, la relation entre Curly et Elaine se détériore au fil du temps, en raison de divergences personnelles, de la pression exercée par la carrière exigeante de Curly et de son mode de vie de plus en plus erratique. En juin 1940, le couple divorce. Bien que Curly ait gardé un certain contact avec sa fille,
La séparation d'avec Elaine a été un choc profondément personnel, qui a probablement contribué au déclin émotionnel et physique qu'il a commencé à connaître dans les années qui ont suivi. À la suite de son second divorce, la santé de Curly s'est mise à décliner pour s'intensifier au cours de la décennie suivante. Déjà sujet à des fluctuations de poids, il a commencé à prendre beaucoup de poids à cette époque. Un changement qui était à la fois visible et inquiétant pour sa famille et ses collègues. À cela s'ajoute l'apparition d'une hypertension, probablement aggravée par sa condition physique et le stress de la vie sur la route et sous les yeux du public. Contrairement au personnage tourbillonnant et amusant qu'il incarnait dans les courts-métrages, Curly, dans la vraie vie, luttait de plus en plus contre la fatigue, l'hypertension et toute une série d'autres problèmes de santé qui allaient l'accabler jusqu'à la fin de sa vie. Les exigences du rôle de membre des Trois Stooges ne font qu'aggraver ces problèmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que leur programme de production cinématographique était interrompu pendant environ 7 mois chaque année, les Stooges ont consacré leur temps à des spectacles en direct et à des apparitions destinées à remonter le moral du personnel militaire américain. Ces tournées les ont conduits à travers le pays et à l'étranger, impliquant souvent plusieurs spectacles par jour. Des voyages rigoureux et des conditions imprévisibles. Bien que destinées à soutenir les troupes, ces représentations étaient physiquement épuisantes et émotionnellement épuisantes, en particulier pour Curly, dont la santé n'était plus très solide. C'est lui qui porte le poids de la comédie physique, s'engageant souvent dans des numéros de slapstick qui nécessitent des chutes, des cabrioles et des mouvements exagérés, ce qui met à rude épreuve son corps affaibli. Pendant ces périodes hors caméra, Curly devait rester sobre, d'autant plus que Moe appliquait des directives strictes contre la consommation d'alcool pendant le travail. Moe, le leader de facto et le responsable de la discipline du groupe, comprenait la nécessité du professionnalisme, en particulier compte tenu des pressions exercées par les spectacles en direct. Bien que Curly ait adhéré aux règles de Moe pendant qu'il se produisait, il s'est souvent laissé aller à des comportements excessifs une fois le rideau fermé. Il fréquentait assidûment les boîtes de nuit et les bars, où il se réfugiait dans la nourriture, l'alcool et la compagnie féminine, sa façon de faire face à l'épuisement et à la solitude qui accompagnait la célébrité. Ses escapades nocturnes se prolongeaient souvent jusqu'au petit matin, contribuant ainsi à son manque de sommeil et à son effondrement physique. En plus de ses indulgences, Curly s'est forgé une réputation d'imprudent en matière de finances. Il gagnait généreusement sa vie grâce à son travail avec les Stooges, mais il ne comprenait pas grand-chose à la gestion de l'argent. Il dépensait souvent ses revenus aussi rapidement qu'il les recevait, s'offrant des repas coûteux, de l'alcool de luxe, des bijoux et des cadeaux pour ses partenaires romantiques. Il avait également un penchant pour l'achat de biens immobiliers, souvent de manière impulsive, sans prendre pleinement en compte les ramifications financières. Cette insouciance financière l'a conduit à plusieurs reprises au bord de la faillite. Conscient de la gravité de la situation, Moe est devenu le conseiller financier informel de son frère. Il a non seulement aidé Curly à établir un budget, mais il s'est également chargé de la tâche fastidieuse de préparer ses déclarations de revenus, veillant ainsi à ce qu'il conserve au moins un semblant de stabilité financière. L'intervention de Moe était à la fois une nécessité pratique et une expression profonde de l'intérêt fraternel, soulignant le lien familial profond qui unissait les Stooges en coulisses. Malgré le chaos qui caractérisait une grande partie de sa vie personnelle, Curly possédait un côté profondément tendre et compatissant, surtout lorsqu'il s'agissait d'animaux. Les chiens, en particulier, lui apportaient un réconfort et joie, étant des compagnons fidèles qui lui offraient un amour inconditionnel. Au cours des nombreuses tournées et voyages liés à son travail, Curly rencontrait fréquemment des chiens errants ou abandonnés. Il était connu pour nouer rapidement des liens avec ses animaux, les nourrissant, les soignant et, si possible, les adoptant d'emblée. À de nombreuses reprises, il a emmené ses chiens avec lui sur la route, refusant de les laisser derrière lui jusqu'à ce qu'il leur trouve un foyer convenable. Cette pratique a souvent étonné ses collègues artistes et le personnel des hôtels, qui n'étaient pas habitués à voir un homme de sa stature trimballer plusieurs animaux de ville en ville, à la maison, lorsqu'il n'est pas en tournage ou en tournée,
Curly garde plusieurs chiens comme animaux de compagnie. Son affection pour ces animaux était l'une des rares forces constantes et ancrées dans sa vie, révélant un côté plus doux et plus nourricier qui contrastait fortement avec le tourbillon chaotique de ses affaires professionnelles et amoureuses. Dans un effort sincère pour assurer la stabilité et améliorer la santé de son frère qui se détériorait, Mo a continuellement encouragé Curly à trouver un partenaire romantique stable qui pourrait l'aider à s'ancrer émotionnellement. Suivant ce conseil, Curly s'est engagé dans une romance éclair avec Marion Buxbaum, qu'il a épousée après seulement 2 semaines de fréquentation. Le couple se marie le 17 octobre 1945. Et si le mariage semble d'abord offrir à Curly l'espoir d'une compagnie durable, il se transforme rapidement en une relation amère et acrimonieuse. L'union ne dure que 9 mois, marquée par des disputes constantes, de la méfiance et des priorités contradictoires. La procédure de divorce qui s'ensuivit fut à la fois publiquement humiliante et émotionnellement dévastatrice. La presse, toujours désireuse d'exploiter les troubles de la vie privée des célébrités, a fait du divorce un événement sensationnel, dépeignant Curly comme erratique et instable. Ce cirque médiatique a un effet profondément négatif sur la santé de Curly, déjà affaibli par des années de stress et de maladie. L'état physique de Curly s'est considérablement aggravé au cours de la bataille juridique. 2 mois seulement avant que le divorce ne soit prononcé, en juillet 1946, Curly est victime d'une grave attaque cérébrale, un événement qui non seulement met fin à sa carrière au sein des Trois Stooges, mais marque également le début d'un déclin rapide et irréversible de son état de santé. Pourtant, même après ce coup dur, Curly continue à chercher de la compagnie et un sentiment de normalité. Le 31 juillet 1947, il épouse Valerie Newman, une femme qui deviendra sa partenaire la plus durable. Ce mariage s'est avéré être le plus stable et le plus durable de sa vie. Avec Valerie, Curly a trouvé une certaine mesure de paix et de soutien qui lui avait longtemps échappé. En 1948, ils ont eu une fille, Janie, qui a redonné à Curly le sens de la raison d'être et de la joie, alors même que sa santé continuait à décliner. Valérie est restée à ses côtés pendant les dernières années de sa vie, lui offrant soins et compagnie au cours d'une période marquée par de fréquentes hospitalisations et le déclin de ses capacités physiques. Contrairement à ses relations tumultueuses antérieures, ces derniers chapitres de sa vie sentimentale étaient fondés sur une affection sincère et un soutien mutuel. Le couple est resté marié jusqu'à la mort de Curly en 1952. Une conclusion douce amère à la vie d'un homme dont le brio comique a masqué une vie de difficultés émotionnelles et physiques. Pendant des décennies, les amateurs de comédie classique ont chéri le rire contagieux et la personnalité plus grande que nature de Curly Howard, le membre bien-aimé du trio emblématique de slapstick, les Trois Stooges, sa voix aiguë caractéristique. Ses routines virevoltantes et ses expressions faciales exagérées ont fait la joie de millions de personnes et ont créé un héritage comique qui s'est perpétué pendant des générations. Mais derrière les pitreries et l'énergie tourbillonnante qui définissait sa présence à l'écran se cachait une histoire beaucoup plus sombre et tragique, longtemps occultée par le silence des studios, des faits mal rapportés et la tendance d'Hollywood à protéger ses stars à tout prix. Aujourd'hui, grâce à la publication de documents, de dossiers médicaux et de correspondances familiales récemment mis au jour, le mystère entourant le déclin physique et mental soudain de Curly Howard a enfin été élucidé. Et ce qui a été révélé est à la fois déchirant et troublant. Jerome Lester Horwitz, connu dans le monde entier sous le nom de Curly, a vécu une vie pleine de contradictions. Il était timide, sensible et étonnamment peu sûr de son apparence et de son rôle dans le monde du spectacle, bien qu'il ait été le faire-valoir le plus populaire pendant leurs années d'or. Alors que le public voyait un clown adorable, les proches de Curly voyaient un homme qui luttait souvent contre la dépression, la solitude et un profond sentiment d'inadéquation. L'origine de ces luttes peut être mieux comprise aujourd'hui, grâce à de nouvelles informations sur sa vie privée, dont une grande partie était restée enfouie en raison de l'opprobre et du manque de documentation. La santé mentale.
qui est aujourd'hui un sujet de conversation ouvert, était alors entouré de honte et d'incompréhension. Le comportement erratique de Curly, ses disparitions fréquentes du plateau et ses brusques sautes d'humeur étaient attribués à la pression de la célébrité et au rythme éreintant de son travail. Mais nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait de symptômes de problèmes bien plus graves. Medical experts, revisiting his case, believe Curly may have suffered from undiagnosed bipolar disorder or another neuropsychiatric condition, exacerbated by his heavy alcohol use, a known coping mechanism he used to deal with his inner turmoil. Ces révélations ajoutent une couche dévastatrice au contexte de ces dernières années, marquée par une rapide détérioration physique et cognitive. En 1946, Curly a été victime d'une attaque cérébrale massive à l'âge de 42 ans, alors qu'il tournait un court-métrage intitulé Half-Wits Holiday, ce qui a brusquement mis fin à sa carrière de faire-valoir à plein temps. De nombreux fans ont cru qu'il s'agissait d'un événement isolé dû au stress ou à une mauvaise hygiène de vie. Mais une enquête plus approfondie a révélé que Curly avait subi des attaques ischémiques transitoires, des mini-accidents vasculaires cérébraux, pendant plusieurs années. Des signes avant-coureurs qui ont été tragiquement ignorés ou mal attribués. Ce qui est peut-être encore plus troublant, c'est la façon dont le studio Columbia Pictures l'a traité pendant cette période. Au lieu de lui offrir un soutien médical durable ou de lui permettre de se reposer, le studio l'a poussé à continuer à jouer aussi longtemps qu'il en était physiquement capable, craignant que le succès du trio ne s'essouffle sans sa présence. Les notes de service du studio de l'époque révèlent un mépris choquant pour le bien-être de Curly, suggérant qu'il soit soutenu pour un film de plus, ou que son état soit dissimulé pour éviter l'inquiétude du public. Moe Howard, son frère aîné et compagnon de Larbin, a tenté de le défendre en coulisses. Mais même l'influence de Moe ne pouvait aller plus loin dans un système conçu pour donner la priorité au profit plutôt qu'aux personnes. Après son accident vasculaire cérébral, Curly a vécu ses dernières années dans une quasi-obscurité, oscillant entre les établissements de soins et de brefs séjours dans sa famille. Il tint un retour en force avec une brève apparition dans le court-métrage Hold That Lion, 1947. Mais l'homme qui avait autrefois ébloui le public par sa brillance cinétique est désormais frêle, confus et visiblement plus âgé que son âge. D'autres accidents vasculaires cérébraux s'ensuivent, le laissant invalide. Au moment de sa mort, en janvier 1952, à l'âge de 48 ans, le monde avait largement oublié l'homme qui l'avait fait rire. Son décès a été rapporté dans la presse, mais sans la fanfare ni l'hommage que ses contributions méritaient vraiment. Les récentes révélations, tirées d'archives familiales, de témoignages recueillis en coulisses et de dossiers médicaux oubliés, brossant le portrait d'un homme qui a tout donné pour rendre les gens heureux, alors même que sa propre vie s'écroulait. Curly Howard n'était pas simplement un drôle d'homme perdu dans le temps. C'était un être humain profondément vulnérable, laissé pour compte par un système qui ne savait pas comment s'occuper de lui. Le mystère qui entoure son déclin n'en est plus vraiment un. C'est une histoire de négligence, de stigmatisation et du prix de la célébrité à une époque qui exigeait le rire à tout prix. En fin de compte, la résolution du mystère Curly Howard n'a pas apporté le réconfort que les fans auraient pu espérer. Au lieu de cela, elle nous oblige à reconnaître la vérité qui se cache derrière les rires, à savoir que même ceux qui font sourire le monde peuvent souffrir en silence, et que, parfois, les personnes les plus drôles cachent les douleurs les plus profondes. Ce n'est pas la fin que nous souhaitions, mais c'est celle dont il mérite qu'on se souvienne.